Bonjour à tous et merci pour cette invitation. C'est un très grand plaisir que de lancer ces discussions sur l'Europe et le climat. L'actualité, elle est évidemment brûlante avec ces milliers de pages de législation que la Commission européenne a mis sur la table mi-juillet, sachant aussi qu'une nouvelle vague de propositions complémentaires vont arriver d'ici quelques semaines. C'est donc un chantier législatif inédit, colossal, qui maintenant attend la Commission, les États membres et les parlementaires, avec un objectif officiel qui est extrêmement ambitieux, à savoir miser sur les quelques années devant nous, sur la décennie en cours, pour tout simplement réinventer le modèle productif européen. Alors peut-être pour commencer quelques mots pour bien situer l'engagement proposé par l'Europe dans la perspective de la COP26 et le contexte international et mesurer le caractère vraiment exceptionnel du paquet 2030. Je pense que chacun peut se souvenir du grand sommet climat, le dernier, virtuel, organisé par la Maison-Blanche en avril dernier. C'était un vrai show à l'américaine qui devait d'abord marquer le retour des États-Unis en tant que leader dans ces négociations climatiques. L'Europe, ce jour-là, avait bien le mérite d'avoir tenu les rangs de la communauté internationale pendant toute l'ère Trump, derrière l'accord de Paris, mais elle était dans l'ombre de l'Amérique et de la rivalité qui se joue entre les États-Unis et la Chine sur l'ensemble des sujets, et y compris le climat. Depuis, le jeu international s'est rééquilibré. D'abord, Joe Biden négocie âprement avec le Congrès pour faire passer sa propre législation. Et malgré tous les efforts de l'envoyé spécial Kerry, la Chine ne bouge pas sur le plan domestique, du moins pour l'instant. Et au contraire, ces derniers mois ont aussi montré que l'Europe pouvait tracer sa voie à l'écart de cette rivalité qui oppose la Chine et les États-Unis. Tout d'abord, rappelons que l'Europe applique à la lettre, et peut-être l'un des seuls blocs à appliquer à la lettre l'accord de Paris sur le climat. Elle s'est engagée très tôt en faveur de la neutralité climatique. Ensuite, elle a fait cet effort de décliner l'objectif de long terme à moyen terme, donc pour l'horizon 2030. Et c'est ce rehaussement de l'ambition avec une réduction nette des émissions de moins 55% par rapport au niveau de 1990. Et lorsque l'on tente de faire un premier petit bilan des efforts qui sont proposés par les différents blocs, on s'aperçoit très vite que ce que proposent les Européens, en prenant comme même année de référence 1990, c'est bien plus ambitieux avec les Britanniques que ce que tous les autres proposent. Et maintenant, avec le paquet 2030, l'Europe franchit la dernière étape, elle coche la dernière case qui est de crédibiliser son engagement. La négociation va débuter, tous les thèmes sont concernés, tous les changements d'ordre structurel sont abordés et aucune question n'est laissée de côté, y compris les plus sensibles sur le plan politique et social, comme le prix du carbone, ce qui n'est absolument pas le cas au niveau fédéral aux États-Unis. Donc il faut s'en réjouir en tant qu'Européens, mais il ne faut pas s'en satisfaire parce que 2030, c'est tout simplement demain du point de vue des cycles industriels. Donc en fait, il faut espérer en quelque sorte un miracle institutionnel, que les textes soient adoptés au plus vite pour nous laisser suffisamment de temps pour les mettre en œuvre et pour pouvoir mesurer leurs effets. Alors, de l'avis général, les propositions de la Commission sont une très bonne base pour lancer les négociations. On observe que la Commission joue en quelque sorte la carte de la continuité. Elle mise sur l'incitation par le prix. Les secteurs couverts par le marché carbone ETS continuent de porter la plus grande part des efforts de décarbonation attendus pour 2030. Il y a aussi une plus grande exposition de l'industrie au signal prix avec la décrue des allocations gratuites de quotas. Et puis, pour donner un dernier exemple, cette introduction discutée, controversée d'un second mécanisme de marché pour le secteur du transport routier et du bâtiment. Alors évidemment, ces textes sont des propositions. Elles ont vocation à être discutées ensuite, et c'est le rôle du Parlement et du Conseil que d'aller questionner les équilibres qui ont été proposés entre incitation par le prix, entre approche normative et puis bien sûr mesures de soutien qui permettraient d'accompagner les changements structurels. Donc le débat est ouvert. C'est le travail des 2 prochaines années. Mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir dans ces discussions institutionnelles, parce qu'on ne peut pas simplement enlever des pièces du puzzle. Toutes comptent pour la trajectoire de décarbonation. Et donc, si l'on choisit d'enlever des éléments, alors il va falloir proposer des alternatives qui viennent corriger les effets décriés, par exemple en matière sociale, mais tout en produisant les mêmes effets sur le plan de la réduction des émissions, pour ne pas mettre en péril l'objectif auquel chacun a souscrit. Maintenant, on le pressent aussi, le contexte de flambée des prix de l'énergie va peser d'une façon ou d'une autre sur le débat, sur la réforme du marché carbone, sur la révision de la directive en matière de taxation de l'énergie.
On observe déjà certains pays, l'Espagne, l'Italie, qui tirent la sonnette d'alarme, qui appellent à la fois à des mesures de court terme, mais aussi qui se projettent dans les négociations et qui craignent en fait que cette nouvelle couche réglementaire ne vienne empirer une situation. Alors c'est un obstacle, un défi pour les négociations et en même temps, on pourrait considérer que c'est une chance que ces débats-là, interviennent aujourd'hui, donc avant que les règles soient figées, plutôt que, au moment de la mise en œuvre, ce qui nous aurait, obligés peut-être à reculer, à mettre un terme à certaines mesures et donc, on aurait pris le risque de mettre en péril notre objectif 2030. Donc il faut les investir ces débats, c'est une chance. Il faut réfléchir ensemble au sujet de la pauvreté énergétique, à la dépendance au gaz, aux besoins de flexibilité du système électrique et on observe que sur tous ces sujets, il y a des compétences qui sont partagées entre les États membres et l'Union européenne. Donc il faut nécessairement avoir ces discussions avec Bruxelles et avec les capitales pour que tous les angles morts soient traités avant que l'on adopte ce paquet 2030. Alors sur cet enjeu climat, évidemment, la France joue un rôle moteur. Elle le fait depuis un certain nombre d'années. D'abord, elle a très tôt adhéré à l'objectif de neutralité climatique quand il y avait encore une réticence de l'Allemagne. Elle a su aussi convaincre tous les États d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Donc, elle a un rôle clé qui nous amène aujourd'hui au paquet 2030 et vient maintenant la présidence française de l'Union européenne à point nommé. Bien sûr, il ne sera pas possible d'aller vers une adoption définitive de l'ensemble des textes, mais la France peut commencer à faire converger les vues sur les grands piliers de la négociation. Et puis, il faut aussi espérer que cette présidence française, nous soit utile pour, dépasser les discussions, sur les dossiers législatifs, au sens strict et venir peut-être alimenter une vision européenne de long terme qui manque aujourd'hui. Je mentionnerai rapidement 2 questions. La première, c'est celle de la politique industrielle, qui, heureusement n'est plus un tabou, à Bruxelles, mais on voit aussi que la fenêtre, historique des plans de relance va bientôt se refermer. Donc, il faut rapidement se poser la question de l'après 2022, du rôle de l'investissement vert et des politiques macroéconomiques, monétaires et budgétaires, bien sûr. Euh, la souplesse budgétaire, elle a été permise ces dernières années parce que l'Allemagne a fait un pas de côté. Et donc, il faudra effectivement suivre les négociations de coalition, le message des Verts, le message des libéraux en Allemagne. Mais la France, je pense, a aussi un rôle à jouer pour orchestrer cette discussion à un échelon européen et dès le printemps pour ne pas attendre la fin de l'année. Et autre grand sujet de doctrine pour l'Europe, évidemment l'agenda commercial et la réglementation des émissions importées. La France est probablement en passe de réussir son pari. L'ajustement carbone aux frontières est une proposition dans le paquet. Elle va probablement aboutir. Donc on aura un mécanisme fonctionnel à l'horizon 2023. Mais il faut probablement aussi admettre que la réponse qui est donnée par, cette proposition de l'ajustement carbone est partielle. Elle ne répond pas, dans l'ensemble à cet enjeu de l'alignement entre l'agenda commercial et l'agenda climatique. On ne vise que 30 produits issus de 5 secteurs, donc une faible part des importations européennes. L'approche est aussi prudente, elle est graduelle. Parce qu'en fait, évidemment, il y a des obstacles juridiques, mais il y a aussi une crainte de l'industrie que le nouveau système soit moins protecteur, que celui, dont il bénéficie actuellement, les allocations gratuites de quotas, même si on va vers une approche plus restrictive. Donc il faut se féliciter de cette première étape, l'ajustement carbone aux frontières, c'est une première concrétisation. Mais il va falloir penser déjà aux prochaines étapes, réfléchir à des compléments, peut-être des standards, sur, les produits qui ont une empreinte carbone, significative et puis aussi peut-être réfléchir à la conditionnalité verte de la commande publique et évidemment, la politique en matière d'accords commerciaux. Donc c'est une stratégie d'ensemble dont on a besoin pour, enfin conditionner les importations, aux exigences climatiques et on aurait peut-être tort de se contenter d'une première victoire peut-être symbolique sur, l'ajustement carbone aux frontières. Donc en 2 mots, peut-être pour conclure et lancer, vos discussions, je pense que, aujourd'hui, il est très clair que sur la question du climat, l'Europe est une chance pour la France, pour tous les États membres, parce que c'est de Bruxelles dont viennent les changements les plus structurants pour l'économie, pour la société. Et puis aussi parce que, ce cadre européen, il nous oblige, à un engagement constant d'une part et puis à des discussions extrêmement rigoureuses sur tous les instruments de politique climatique, peut-être au-delà, des cycles électoraux et des pressions politiques, nationales.
Mais aussi la France, je pense, est une chance pour l'Europe, parce qu'elle invite souvent les États membres, les institutions à développer une pensée d'ordre plus stratégique, autour de la décarbonation et peut-être ne pas s'enfermer dans une approche purement institutionnelle de la décarbonation, une approche technocratique qui serait, sans prise sur les défis, économiques, sociaux et puis aussi géopolitiques qui, de toute façon, attendront l'Europe sur sa route vers la neutralité climatique. Alors sur ces mots d'optimisme, je vous souhaite de très vives discussions sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue pour cette première table ronde de la deuxième journée sur le thème de l'Europe. Donc, je suis Sébastien Postic, chef de projet à l'Institut des politiques économiques pour le climat. C'est moi qui vais animer cette table ronde qui va se centrer essentiellement sur le paquet législatif Fit for 55 qui a été voté par l'Union européenne et qui donc présente une ambition climatique fortement rehaussée. Donc, l'idée, c'est de discuter un peu de ces nouveaux objectifs européens, comprendre à quel point ils vont marquer la sortie de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui et crise économique qui s'en est en suivi. À quel point est-ce que cette ambition, cette nouvelle ambition européenne, elle est réaliste, suffisante, à quel point elle va marquer les politiques des États membres, en particulier évidemment de la France, quels sont les chantiers prioritaires et quels sont les blocages. Pour discuter de ces éléments, nous avons sur la table ronde aujourd'hui Neil Makarov, qui est responsable Europe au réseau Action Climat, Sébastien Soleil, qui est responsable des transitions énergétiques et environnement à BNP Paribas, et Lola Vallejo, qui est directrice de programme climat à l'IDRI. Nous avions aussi en théorie Yannick Jadot, mais au vu des derniers développements de la primaire écologiste, il a dû se désister de son engagement. Voilà, donc ça va être à Neil d'attaquer. Donc Neil, je te passe la parole pour la première intervention de cette table ronde. Merci beaucoup Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, en Europe, on peut dire qu'il y a une nouvelle dynamique sur le climat qui est enclenchée depuis environ 2 ans avec la mise en place du Green Deal européen par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et qui est maintenant concrétisée dans un nouvel objectif qui est de baisser les émissions de gaz à effet de serre du bloc d'au moins 55% d'ici à 2030, donc seulement en 9 ans. C'est une marge qui est nettement supérieure à l'objectif précédent, qui était environ de 40%, et ce qui signifie que tous les États membres, quelque part, vont devoir prendre en charge cet objectif climatique européen rehaussé, dont la France, pour qui cela signifierait une augmentation de l'objectif de, en gros, 40% aujourd'hui à moins 47,5% à l'horizon 2030. Donc, on voit qu'il y a une dynamique qui est enclenchée sur le volet de l'ambition, et maintenant, toute la question est de savoir comment on va véritablement l'atteindre, cette ambition, voire même la dépasser. Car si on veut que l'Union européenne respecte la limitation de la température fixée par l'accord de Paris à
plus 1,5 degré. Il va falloir probablement aller même au-delà des moins 55% européens. Et donc, cela va se faire notamment par la mise en œuvre. Et la bonne nouvelle, c'est comme Sébastien l'a dit, c'est que le 14 juillet dernier, la Commission européenne a présenté 14 propositions de loi qui vont attaquer les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, dont des secteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés par la politique climatique. C'est le cas de l'aviation, c'est le cas du maritime, c'est également le cas dans une moindre mesure de l'industrie qui finalement était assez épargnée jusqu'à présent par les politiques climatiques européennes. Donc on a ce nouvel élan européen qui est très important avec ces opportunités, ces chantiers qui ont été ouverts à l'échelle européenne qui maintenant vont faire l'objet de débats législatifs entre le Parlement et le Conseil avec les États membres notamment. Mais il est très important qu'on garde en tête cette boussole qui est l'accord de Paris quand on va négocier ces textes, c'est-à-dire de pouvoir dépasser ces au moins 55%. Tous les chantiers sont vraiment intéressants et accélération des énergies renouvelables, accélération de l'efficacité énergétique qui forcera les États membres à rénover massivement les bâtiments, par exemple, révision du marché carbone européen. Mais on peut signaler peut-être un risque que nous, on a identifié au sein des ONG en Europe, c'est vraiment le risque social, notamment avec une proposition qui est la création d'un marché carbone pour les carburants et le chauffage, qui risque finalement de surenchérir la facture énergétique des ménages, dont les plus précaires. Alors, je sais que je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, car je sais que Lola va rebondir sur ce sujet, mais voilà, c'est un vrai danger social que l'on a identifié et sur lequel on pense que la Commission européenne aurait dû s'abstenir. Mais en tout cas, le débat ne fait que commencer. Et pour nous, il est important que finalement les États membres, dont la France, qui va avoir la présidence française du Conseil à partir du 1er janvier 2022, puissent soit amender significativement cette proposition pour vraiment la changer quasiment de A à Z, soit même s'y opposer, car le risque social est significatif. Et à côté de ce type de proposition, vous avez d'autres propositions qui, elles, visent à faire émerger des alternatives à faible émission sur le marché. Et c'est notamment le cas des normes de CO2 pour les véhicules qui fixent une date de fin de vente pour les voitures essence et diesel à l'horizon 2035. C'est un choix qui est assez audacieux de la part de la Commission européenne parce qu'elle avait face à elle les constructeurs automobiles, évidemment, mais aussi beaucoup d'États, dont la France, qui finalement s'opposaient à cette date de fin de vente en 2035 et préfèrent un horizon beaucoup plus lointain, plutôt vers 2040, admettons, entre 2040 et 2050 à l'échelle européenne. Et là, la Commission européenne décide d'accélérer fortement la transition dans le secteur automobile. Et il y a des véritables raisons à cela, car l'Europe n'est plus seule dans la transition, dans la course à la transition écologique. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Chine qui dominent le secteur des batteries, qui dominent le secteur des véhicules électriques. De même, de grandes entreprises américaines investissent énormément dans l'innovation dans l'automobile à faible émission. Donc, si l'Europe n'est pas capable de se doter des bons outils, des bonnes normes et des bons standards, elle risque finalement d'être déclassée, in fine, en termes industriels. Elle risque de perdre énormément de capacités industrielles dans le secteur automobile et finalement, on serait amené à acheter des véhicules électriques à faible émission chinois qui auraient des standards environnementaux peut-être probablement plus faibles que ce qu'on pourrait faire en Europe. Donc, il y a un vrai enjeu à ce que l'Europe puisse investir massivement dans la transformation d'un secteur comme le secteur automobile et quelque part forcer également les constructeurs automobiles à changer leur flotte de véhicules et aller sur des véhicules à faible émission. Donc, cette date de fin de vente en 2035, elle est tout à fait intéressante et elle a une vraie plus-value pour l'emploi parce qu'il y a une étude de la Fondation Nicolas Hulot et de la CFDT qui montre que si on prend le virage du véhicule électrique maintenant et qu'entre 2030 et 2035, on met fin aux véhicules thermiques, alors on arriverait à sauvegarder un maximum d'emplois dans la filière du véhicule, dans la filière automobile pour la décennie qui vient. Donc, quelque part, il y a un enjeu industriel et un enjeu d'emploi aussi derrière cette décision. Et le dernier aspect, c'est évidemment l'enjeu du budget carbone, c'est-à-dire que contrairement à ce que porte la France, 2040, une date de fin de vente en 2040, c'est un horizon beaucoup trop lointain qui nous ferait complètement exploser notre budget carbone dans le secteur des transports, qui est, je le rappelle, le secteur le premier émetteur d'émissions de gaz à effet de serre en Europe et en France. Donc, on a un véritable enjeu de faire la transition dans ce secteur-là, comme de la transition dans d'autres secteurs, mais
En tout cas, ce point-là sera un point majeur de la présidence française. Et pour nous, il est important également que la France puisse arrêter de freiner cette ambition-là du Green Deal dans le secteur automobile, car il y a des véritables opportunités. Et je terminerai sur un dernier point qui est au-delà des grandes réformes qui vont être menées à l'échelle européenne, il y a un véritable enjeu de crédibilité pour que le Green Deal reste bien sur les rails et ne soit pas, ne déraille pas, notamment en raison des investissements dans les énergies fossiles. On voit, la Commission européenne nous dit que si on veut atteindre le nouvel objectif climatique européen, il va falloir baisser notre consommation de gaz fossile en Europe d'au moins 36% d'ici à 2030. C'est dans l'étude d'impact de la Commission européenne. Sauf que dans le même temps, on sait qu'il y a 87 milliards d'euros de projets gaziers qui sont en cours de réalisation ou d'études, et donc énormément d'infrastructures gazières en plus qui vont s'ajouter sur le réseau européen, qui est déjà en surcapacité. Et ça crée un véritable risque aussi à terme de manquer l'objectif climatique européen pour 2030 et pire, manquer la neutralité climatique en 2050, car lorsqu'on en a investi dans une infrastructure aujourd'hui, elle va durer 30, 40 ans. Et donc, les infrastructures gazières risquent véritablement de nous faire dérailler nos objectifs climatiques. Mais le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'il y a une réforme qui est en cours de discussion, qui s'appelle la taxonomie européenne, qui finalement vise à définir ce qu'est un investissement vert et donc, à contrario, ce qui n'est pas un investissement vert. Et là, les géants du gaz notamment poussent fortement pour que soit inclus le gaz fossile dans la taxonomie européenne et donc qu'il soit considéré comme un investissement vert, ce qui serait absolument contraire à l'idée de finance durable, ce qui serait contraire à l'idée de réorienter les flux financiers des actifs aujourd'hui fossiles vers la transition écologique. Et alors même qu'on en a fortement besoin, il y a énormément d'institutions financières qui financent énormément les énergies fossiles, et notamment au sein des banques françaises. Donc, on a véritablement besoin de cet outil de la taxonomie européenne pour finalement définir ce qu'est un investissement vert et qu'il soit véritablement vert, et ensuite réorienter les flux financiers vers les investissements verts. Or, en incluant le gaz fossile dans la taxonomie, on a un vrai risque finalement de faire dérailler l'ensemble du Green Deal. Et dans ce débat, malheureusement, la France joue un jeu assez trouble parce qu'elle soutient les pays comme la Tchéquie, la Pologne ou la Roumanie, par exemple, qui veulent inclure le gaz fossile en échange que le nucléaire soit également considéré comme vert dans la taxonomie européenne. Donc, vous avez une alliance informelle entre le nucléaire et le gaz fossile qui s'est créé sur ce dossier-là, qui pour nous est extrêmement dangereux parce qu'il vient véritablement dénaturer l'outil de la taxonomie. Je pense qu'on va y revenir probablement dans le débat, mais pour nous, voilà, c'est un jeu qui est assez trouble et qui véritablement risque de faire dérailler le Green Deal. Donc, juste pour conclure, on le voit, il y a des grandes réformes à l'échelle européenne qui sont absolument nécessaires et il va falloir accélérer le rythme de ces réformes pour qu'elles soient mises en place le plus tôt possible dans la période. Mais il y a également d'autres aspects, et comme les financements des énergies fossiles, qui sont véritablement des dangers pour atteindre nos objectifs climatiques en 2030, et même pire, pour atteindre nos objectifs climatiques en 2050, qui est la neutralité climatique. Donc, si on veut véritablement aller vers cet horizon-là, il va falloir également être crédible et mettre fin au financement, notamment des énergies fossiles. Merci Neil. Donc c'était Neil Makaroff, responsable Europe au réseau Action Climat. Je vais passer la parole du coup à Sébastien Soleil, qui est responsable transition énergétique et environnement à BNP Paribas. Sébastien, j'ai l'impression que Neil vous a donné quelques balles pour la suite entre les compétitivités internationales avec l'exemple des standards européens contre standards chinois, les questions de crédibilité sur les investissements énergétiques et la taxonomie plus généralement européenne. Je pense qu'il y a quelques éléments sur lesquels vous serez content de rebondir. Je vous passe la parole. Oui, merci Sébastien. Oui, en effet, beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vient de dire Neil. Je ne vais pas tout reprendre en détail, hein, mais déjà quelques mots sur la taxonomie. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un outil qui est super utile, hein. Enfin, on a besoin, et ça va un peu structurer tout ce que je veux dire après, on a besoin d'un cadre clair, robuste et transparent. Dans la mesure où
la finance verte est quelque chose d'assez nouveau. Alors, on peut regretter que ça soit assez nouveau, mais c'est un fait. C'est la vraie prise de conscience du monde financier sur les enjeux climatiques. Quand je dis prise de conscience, c'est prise de conscience en profondeur et réelle. C'est quand même, ça date un peu de 2015 et de l'accord de Paris, donc c'est qu'il y a 6 ans. Hein. Alors après, je dis pas qu'on faisait rien avant, etc. Mais la prise de conscience en profondeur et l'évolution des business models, c'est donc assez récent. C'est assez récent, mais ça croît très vite. On voit le marché des émissions obligataires vertes, des crédits syndiqués verts qui explosent. Mais voilà, il y a une vraie question de définition de ce que c'est le vert. C'est bien de faire des émissions obligataires vertes, c'est bien de faire des prêts syndiqués verts. Et BNP Paribas, on est parmi les leaders dans ce domaine, mais il faut clarifier au maximum ce qu'on met dans vert. Sinon, il y a beaucoup de problèmes que j'évoquerai après. Et donc, à ce titre, la taxonomie, qui a été un outil complexe à mettre en œuvre, complexe à définir, et enfin qui est en cours de définition, parce que pour l'instant, on a défini deux champs environnementaux sur les six qu'on vise. Donc, la taxonomie est un outil très précieux pour donner un cadre clair. Voilà, ça c'est vert, ça c'est pas vert. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas l'objet, enfin je pense sur le gaz, le nucléaire, etc. et ça nous emmènerait trop loin, mais ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que je suis d'accord avec Neil sur le fait qu'il faut faire attention à ne pas faire dérailler l'ensemble du dispositif. Et donc, il faut veiller à ne pas mélanger des considérations scientifiques et politiques de façon trop marquée dans cette taxonomie. Au sens où il y a un cadre qui a été défini pour définir ce qui est vert au sens de la taxonomie. Si on fait des entorses ici et là pour une raison ou pour une autre, c'est tout le dispositif qui est en danger de crédibilité. Donc, on sait fixer des règles globales. Il faut les suivre pour définir ce que c'est la taxonomie verte et traiter certains sujets à part. Et donc, là, en fait, j'en arrive à une limite de la taxonomie, une limite qui est intrinsèque et qui n'est pas un défaut, c'est une limite. C'est la taxonomie, ça identifie les activités vertes. Or, malheureusement, les activités vertes sont très minoritaires dans l'économie mondiale et dans l'économie européenne. Voilà, c'est un fait. Alors, je ne sais pas si c'est 5% ou 10%. Si on est optimiste, on dirait que c'est 10%, mais à mon avis, c'est quand même largement moins. Donc, pour l'instant, ça cherche à orienter donc, le financement vers les activités vertes, ce qui est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc, les activités vertes, en plus, il y en avait beaucoup. On savait qu'elles étaient vertes. Financer les énergies renouvelables est très bien. On le fait depuis des années. On s'est fixé des objectifs ambitieux depuis 2015 de financement des énergies renouvelables. On se doutait bien que c'était vert. Donc, c'est très utile, mais ça touche une partie du problème. Le gros du problème, c'est de financer l'ensemble de l'économie. Donc, tout ce qui est pas complètement marron et qu'on veut exclure, comme le charbon, etc., mais tout ce qui est entre deux. Donc, tout ce qui est ni vert ni complètement marron, et qu'on veut faire transiter, qu'on veut faire évoluer collectivement vers des activités vertes. Donc, voilà, tout ce qui est financement de la transition doit être regardé de près avec des bons outils. Neil a pas mal parlé, à juste titre, que c'est un vrai sujet, du financement des énergies fossiles et notamment des énergies par les banques. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet dans la mesure où on considère chez BNP Paribas qu'on ne peut pas faire la transition énergétique sans les énergéticiens. Et donc, on doit travailler avec les acteurs les mieux-disants du système pour entraîner l'ensemble du système vers les objectifs globaux qui, comme on l'a rappelé, sont l'accord de Paris, neutralité carbone en 2050. Donc, il faut vraiment travailler avec l'ensemble de l'industrie et faire évoluer l'ensemble de l'industrie vers une économie bas carbone. Et là, on est quand même à un moment qui est très intéressant de ce point de vue-là. C'est toujours le jeu de l'offre et la demande. Parce que on peut on peut dire qu'il faut jouer sur l'offre et donc diminuer l'offre de produits pétroliers, gaziers, etc. Donc c'est vrai, il faut diminuer l'offre de produits pétroliers, gaziers et c'est vers ça qu'on va. Mais on voit bien qu'il faut en même temps diminuer la demande. Et on est quand même, on le lit tous les jours dans l'actualité, il y a un gros problème, on risque de manquer de gaz, de pétrole pendant l'hiver en Europe. Donc,
d'un point de vue purement écologiste, on pourrait dire bah, c'est super, on va consommer moins de gaz, ça va faire moins de gaz à effet de serre. Baisse de l'offre, on consomme moins de gaz à effet de serre. Malheureusement, et là, Annie a évoqué les problèmes sociaux, ce n'est pas si simple. Si on n'a pas baissé la demande en même temps ou avant, ça pose des problèmes sociaux. Et donc, le réflexe des pouvoirs publics en voyant cette tension sur l'offre de gaz n'est pas de dire ah bah, c'est super, ça va baisser les émissions de gaz à effet de serre. Le premier réflexe, c'est de dire bon, on va demander aux Russes d'ouvrir les vannes et on va subventionner la consommation de pétrole et de gaz pour des problèmes sociaux qui sont des vrais problèmes. Donc, tout ça pour dire qu'on voit bien qu'il faut agir à la fois sur l'offre et sur la demande. Et c'est vraiment à la fois, c'est-à-dire ce n'est pas l'un qui doit donner sur l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur l'offre, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur la demande. Donc, il y a un vrai enjeu d'embarquer l'ensemble du système en jouant à la fois sur l'offre et sur la demande pour arriver à une baisse radicale, comme tous les scénarios énergétiques nous montrent. Le scénario de l'AIE, le NZE, Net Zero Emission, l'a bien montré. Il faut en effet une réduction radicale de l'offre et de la demande conjointe d'énergie à forte émission de carbone. Donc voilà, premier point sur la taxonomie européenne. Deuxième point, quelque chose que j'ai hâte de voir déboucher dans les mois à venir, c'est pour l'instant, on a traité les sujets climatiques dans la taxonomie européenne. Ça a été très compliqué, mais c'était quand même les sujets faciles, parce que voilà, on a des seuils qu'on peut définir en tonnes de CO2 pour telle ou telle activité. On a un objectif global qui est la neutralité carbone en 2050. Donc, on connaît la cible globale, la cible collective, et on connaît le bon indicateur. Quand on va s'attaquer à l'économie circulaire, à la biodiversité, c'est bien qu'on s'attaque à ces sujets, mais on va arriver à des problèmes plus difficiles de définition des seuils, etc. Donc, j'espère, et on va tout faire pour que ça débouche avant dans le bon sens, mais il ne faut pas se leurrer, on n'a pas forcément fait le plus facile. Il ne faut pas se décourager au cœurs, on va y arriver, mais on n'a quand même pas forcément fait le plus facile. Donc ça, c'était sur la taxonomie. Autre point, et Neil l'a abordé aussi, c'était intéressant parce que je ne suis pas sûr que Réseau Action Climat, qui a longtemps été plus purement climat et toujours porter ça dans le discours, c'est la question de souveraineté. Et là, ça retouche aussi ma question de transparence sur la taxonomie. Donc, la finance verte devient de plus en plus courante, au moins dans les discours. Et donc, il faut absolument éviter que les offres les moins disantes de finance verte prennent le dessus. Il ne faut pas se leurrer, en finance, les acteurs financiers sont mondiaux avec des acteurs notamment chinois et anglo-saxons américains très très puissants. Et donc l'Europe toute seule, s'il n'y a que la finance européenne qui avance dans la bonne direction, malheureusement ça ne va pas suffire. Et donc on voit de plus en plus sur les marchés internationaux des acteurs non européens qui ont une vision de la finance verte beaucoup plus agressive que les acteurs européens et donc qui proposent des produits verts, des émissions budgétaires vertes, des prêts syndiqués verts, qui sont quand même un peu moins verts que ce qu'on souhaiterait nous. Et donc, il y a un enjeu énorme de faire pousser ce qu'on souhaite pour l'Europe et ce qu'on souhaite un peu pour le monde, sans vouloir faire de néocolonialisme. Hein. Mais donc, la taxonomie verte, c'est un bon outil. Il faut au maximum faire en sorte que des outils similaires avec des seuils du même ordre se développe dans le monde. Sinon, on aura un problème de compétition faussée, un problème de souveraineté de l'Europe qui va s'enfermer et qui ne pourra pas s'aligner avec ce que font les acteurs ailleurs dans le monde. Donc, un gros sujet de souveraineté européenne et de faire en sorte que vraiment on pousse les outils comme la taxonomie et d'autres, le prix du carbone, etc., à l'international pour pas qu'il y ait un défaut de compétition qui soit mauvais à la fois pour les acteurs européens, mais plus généralement pour le climat et pour la protection de l'environnement. Troisième aspect que je voulais aborder brièvement, c'était l'aspect des finances et de l'argent qui est mis sur la table dans ce Fit for 55 et qu'on a déjà vu dans le plan de relance. Il y a un enjeu considérable de réorientation des finances publiques vers les actions bénéfiques à l'environnement. Donc, c'est dit sans arrêt, mais c'est bien de leur dire, c'est baisse des subventions néfastes à l'environnement et encouragement
des filières les plus favorables à l'environnement. On le voit bien, je donnerai 2 exemples. L'agriculture européenne et mondiale de façon générale, mais l'agriculture européenne est quand même assez conditionnée par un certain nombre d'aides. Donc en Europe, c'est la PAC. Il y a plein de problèmes liés à l'agriculture, enfin plein de problèmes et de solutions. C'est un acteur capital dans la définition du problème climatique et de biodiversité. Donc, il y a des questions liées au climat, bien sûr, mais liées à la biodiversité, liées à l'autosuffisance alimentaire, liées à la santé, parce que quand même les agriculteurs souffrent les premiers des produits parfois nocifs pour la santé qu'ils utilisent. Il y a un gros problème financier lié à l'endettement. Quand un agriculteur se finance pour acheter des gros équipements sur plusieurs décennies, il est quand même un peu emprisonné dans un système d'agriculture. Et donc, voilà, c'est difficile de passer à un autre système d'agriculture quand il est encore endetté pour 20 ou 30 ans. Donc, il y a un problème il y a une vraie question de réorientation de l'ensemble de l'agriculture pour aboutir à une agriculture plus durable qui doit se faire au niveau européen. Et l'autre enjeu, toujours sur les finances publiques, mais sous un angle plus positif, c'est par exemple l'hydrogène bas carbone. Donc, l'hydrogène bas carbone est assez prometteuse pour certaines applications dans la transition énergétique. Il ne faut pas en mettre partout, mais pour certaines applications, notamment le transport lourd et l'industrie lourde, ça peut permettre de décarboner certaines activités. Et donc là, on a Alors, pour l'instant, nous, ce qu'on voit en finance sur l'hydrogène bas carbone, c'est qu'on arrive sur les marchés de capitaux à faire quelques belles opérations. Notamment, cette année, on a fait 2 très belles introductions en bourse de pépites françaises dans le domaine de l'hydrogène. Donc, ça commence avec l'or. Il n'empêche que pour financer vraiment des projets avec des créations d'écosystèmes d'acteurs, donc avec des producteurs d'hydrogène, des distributeurs, des utilisateurs, ça demande de mettre beaucoup de gens autour de la table. C'est quand même encore difficile à financer par de la dette parce que les projets sont encore rarement très rentables. Et donc, pour compléter la R&D sur ces sujets, pour permettre de mettre en place des infrastructures dédiées et pertinentes, pour dérisquer les premiers projets, on a besoin que les pouvoirs publics aident avec un peu de finances publiques. Alors, ce qu'ils font déjà beaucoup, et c'est très bien, il y a eu dans le plan de relance de la France, de l'Europe, de l'Allemagne, des sommes importantes dédiées à ça, et on ne peut qu'encourager à ce que voilà, ce plan européen climatique serve aussi à lancer des filières qui ont besoin d'être lancées et dont on a besoin pour la transition énergétique et atteindre nos objectifs de long terme d'un point de vue climatique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Soleil, pour cette présentation et d'avoir partagé ces éléments-là avec nous. On va donc maintenant passer à la présentation de Lola Vallejo, directrice du programme Climat à l'IDRI. Donc Lola, j'imagine que là aussi, vous avez des éléments à récupérer dans les discours précédents. On a parlé de crédibilité scientifique, il y a une question de crédibilité sociale que je pense que vous allez aborder. On a touché le sujet de la souveraineté européenne et de comment est-ce que on accède à un effet d'entraînement des mécanismes ou des décisions que l'Europe est en train d'essayer de prendre vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Je pense que c'est là aussi quelque chose que vous allez vouloir développer. Je vous passe la parole. Bonjour à tous. Effectivement, je soutiens ce qui a été dit précédemment sur l'importance du Green Deal et ce paquet Fit for 55 et l'importance de placer la crédibilité de ce projet de transformation au cœur de sa réalisation. C'est important que le paquet Fit for 55 soit crédible parce que c'est un enjeu pour la construction européenne. Finalement, on a mis énormément de capital politique dans le projet de Green Deal comme projet de rénovation de l'adhésion des citoyens à ce projet. Et aussi parce que l'Europe a une place particulière pour la crédibilité de l'atteinte des objectifs de Paris. Sans rentrer dans les détails, mais on sait que les engagements actuellement soumis, alors qu'on est à quelques semaines de la COP26, où tous les pays doivent faire cette même marche de relever leurs engagements, est assez sombre. On est à environ 10% d'augmentation des émissions à 2030, alors qu'on devrait être à moins 45% pour être aligné avec la trajectoire que nous donne le GIEC pour limiter le réchauffement climatique à 1 degré. Et malgré les écueils qu'elle rencontre, l'Europe fait quand même figure d'encre.
Donc, quelque part, le fait d'avoir annoncé une ambition et d'avoir annoncé des mesures pour réaliser cette ambition, si l'Europe y arrive politiquement, ça va aussi renforcer peut-être la volonté politique d'autres pays de faire de même. Et de façon plus importante aussi, ça a été dit, mais le paquet Fit for 55, il remplit sa mission par son ampleur, il resserre la vis sur beaucoup d'instruments existants avec un effort de cohérence, parce qu'énormément de secteurs et de sources sont couverts, et avec un intérêt au moins porté à l'accompagnement social. Je pense que c'est encore un peu insuffisant, mais en tout cas, c'est une nouveauté aussi, le Fonds social pour le climat. Et là, justement, pour essayer d'accompagner les citoyens dans le projet de transformation. Et il est aussi accompagné d'un mécanisme pour la transition juste, pour accompagner particulièrement des territoires ou des industries qui seraient affectées par le Green Deal. Je voudrais me concentrer sur 2 instruments qui sont particulièrement sensibles et représentatifs des enjeux et tensions potentielles liés à la mise en œuvre du Green Deal, et rappelle la nécessité d'un dialogue social et diplomatique très important. Le premier, c'est celui qui a été mentionné par Neil tout à l'heure dans son intervention. C'est la création d'un nouvel ETS, un nouveau marché de crédit carbone. Pour faire court, depuis des années, on a un marché qui donne un prix au carbone sur des grosses centrales de production d'électricité et des sites industriels. Mais dans le Fit for 55, on propose de créer un nouveau marché qui donnerait un prix à toutes les émissions diffuses qui sont liées au secteur du transport et du bâtiment, que ce soit le transport de marchandises ou le transport de passagers, et le bâtiment habitat, commercial. Et ça s'appliquerait assez rapidement à partir de 2026. Et en pratique, ça reviendrait à imposer aux fournisseurs de carburant, gaz ou fuel d'acheter des droits à polluer qui représenteraient un surcoût qu'ils répercuteraient sur la facture des ménages. Donner un prix au carbone, c'est prôné par les économistes de longue date et c'est un outil qui est censé s'attaquer à des secteurs où le retard est patent et où on n'arrive pas à progresser, ou en tout cas vraiment pas aussi vite que ce qu'il faudrait. Et l'action à l'échelle européenne, elle peut avoir un énorme effet de levier. Mais il y a un risque énormément important avec cet outil-là. Plusieurs risques d'ailleurs. Que ces politiques soient régressives, en fait, c'est le principal risque. En fait, par exemple, dans le cas du bâtiment, beaucoup d'obstacles liés à la rénovation énergétique ne sont pas liés au prix. On sait que les obstacles sont plutôt de nature structurelle en termes d'accès à l'information, de chaînes de valeur de rénovation et d'obstacles financiers pour structurer la décision de rénovation. Et le prix du carbone devrait être extrêmement élevé pour déclencher des rénovations. Il y a aussi un risque que ça soit vu comme régressif si les revenus qui soient générés par ce prix du carbone ne soient pas 100% réaffectés à la transition, et ce n'est pas prévu d'être le cas aujourd'hui. Il y a aussi un risque que cette régression elle soit vécue non seulement au sein d'un pays comme la France, mais plus généralement à l'échelle européenne. Si on pense aux ménages en situation de précarité énergétique, par exemple en Pologne, on estime que les revenus les plus modestes pourraient avoir une augmentation de leur facture énergétique de l'ordre de 50 à 100%, suivant une estimation faite par l'Institut Jacques Delors. Donc voilà, si nous on va être affectés durement, il faut aussi se mettre dans la position des pays plus modestes de l'Union européenne. Je parlais des impacts structurels, donc le risque c'est aussi que cette mesure elle ait un impact limité si on n'organise pas d'alternative et qu'on n'a pas une vraie politique de rénovation énergétique cohérente. Notamment, on a déjà des mesures, notamment une directive sur la performance énergétique des bâtiments en Europe, et on sait qu'elle est mise en œuvre à des degrés très divers selon les États membres. Donc on pourrait aussi essayer de se concentrer sur favoriser une meilleure application de cette directive-là. Il y a aussi un risque politique qui est, en fait, comme cette mesure vient de l'échelle européenne et qu'elle peut être assez vite assimilée à une sorte d'impôt, il y a un problème de légitimité démocratique et se demander est-ce que c'est l'Europe la bonne échelle pour
imposer ce prix du carbone, comment ça va être perçu par les populations, et est-ce qu'on n'a pas un risque de désaffection, alors que justement le Green Deal, c'est censé être le projet politique qui réconcilie les citoyens avec l'Europe. Et on a tous en tête, évidemment, en France, l'épisode des Gilets jaunes, où en fait la montée du prix du carbone est le déclencheur qui met le feu aux poudres de questions d'inégalité sociale plus larges, mais qui risque de brouiller un peu le message et potentiellement de faire dérailler le Green Deal. Donc, on aurait pu penser à d'autres alternatives comme un cadre réglementaire ambitieux ou un fonds européen de rénovation dédié. Mais il y a aussi, d'une façon, si cet instrument est maintenu dans les discussions, de limiter un petit peu l'impact qu'il pourrait avoir par rapport aux différents écueils que j'ai mentionnés. Par exemple, exclure le secteur routier parce qu'on pourrait considérer qu'il est déjà couvert par les standards de CO2. Augmenter largement la taille du fonds social, qui est actuellement de 72 milliards d'euros sur 7 ans pour 27 États membres, ce qui est très largement insuffisant. Et peut-être pour renforcer la légitimité politique de cet instrument, le lien direct entre l'Europe et les citoyens. Donc, si on dit « Ok, l'Europe est légitime pour lever l'impôt », alors à ce moment-là, la redistribution doit aussi se faire directement à l'échelle de l'Union européenne. Ça pourrait être un compte bancaire dédié de la BCE. En tout cas, c'est important que ce soit visible que si ce coût est prélevé à l'échelle européenne, il soit aussi rendu à l'échelle européenne. Et aussi, ça va être très important pour la légitimité politique de cet instrument de prêter attention à la cohérence d'ensemble du paquet Fit for 55 et notamment aux questions de justice perçues. Par exemple, la taxe kérosène des avions ne s'appliquera complètement qu'à partir de 2033 et c'est très probable que ça fasse énormément grincer des dents si le TS2 s'applique plus rapidement dans le secteur routier et du bâtiment, donc il y a une incompréhension des citoyens. Le deuxième instrument, et je ne vais pas m'appesantir trop parce que je sais qu'on en parle dans une prochaine table ronde, mais c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou MACF. C'est un instrument majeur pour quelque part empêcher les fuites de carbone, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, et encourager la décarbonation des chaînes de valeur. L'idée, c'est qu'à partir de 2023, on commencerait à donner un prix au carbone qui est contenu dans l'électricité, le ciment, l'acier, les produits chimiques et les fertilisants, l'aluminium, qui sont importés d'autres pays que l'Europe qui n'ont pas forcément les mêmes réglementations environnementales. Donc l'idée, c'est pour ne pas désavantager nos producteurs européens et pour éviter une fuite de carbone et une délocalisation dans ces pays avec des règles moins serrées, on va donner un prix au carbone. Il y a un gros risque politique sur cet instrument, sans rentrer dans le détail de comment est-ce qu'il faudrait le faire pour que ça passe par rapport que ce soit considéré comme compatible avec les règles de l'OMC, etc. Je pense qu'il y a un risque sur la dynamique multilatérale pour le climat, parce que ça a été évidemment récupéré par des pays pour dire l'Europe fait du protectionnisme vert, c'est contraire à vos engagements. Il ne faut pas se voiler la face une partie de posture aussi politique de pays qui jusqu'ici n'étaient pas très allants pour mettre des politiques environnementales en place. Alors quelque part, on peut considérer que c'est la preuve que cet outil commence à marcher. Des pays comme la Russie, par exemple, commencent à parler de mettre un prix du carbone à l'intérieur de leur pays. Et c'est assez clairement en réaction à ce projet pour essayer d'être exempté de cette taxe carbone aux frontières. Mais il y a d'autres pays dont on va peut-être moins parler dans les débats, qui sont des pays vulnérables au changement climatique et qui, pour certains, dépendent de façon extrêmement forte de l'Union européenne comme débouché
pour certains de leurs produits qui seraient affectés par cette taxe. Par exemple, le Mozambique, le Cameroun, le Zimbabwe, dans certains cas, exportent 80-90% de leur production d'aluminium vers l'Union européenne, par exemple, et seraient extrêmement impactés. Donc voilà, plutôt que de chercher à les exempter de cette taxe-là, on a vraiment intérêt à avoir un dialogue diplomatique pour reconnaître les efforts qui sont faits dans ces pays-là, mais surtout à encourager les efforts des acteurs de bonne foi pour décarboner leur chaîne de valeur et créer des alliances internationales impliquant les États, les territoires, les entreprises autour de la décarbonation de secteurs spécifiques, ce qui permettrait d'encourager le partage de technologies et de décider de standards environnementaux communs. Donc on voit que ce soit en interne ou en externe, le projet de transformation européenne, il porte de vraies promesses politiques, mais aussi des risques qu'il faut considérer très sérieusement. Et on a pas mal de pistes pour essayer de les adresser. Et je pense que la Commission européenne, qui marche à marche forcée, vraiment pour produire énormément de législation en très peu de temps, doit aussi prendre le temps, et ça va être aussi le rôle de la présidence française de l'Union européenne, d'organiser des consultations pour faire en sorte que ces outils ne déraillent pas l'ambition globale du Green Deal. Merci beaucoup. Merci bien Lola pour ces éléments. Je vous propose donc maintenant de passer à la phase de discussion. Je vous rappelle que vous pouvez, ceux qui nous suivent sur YouTube, mettre vos questions directement en dessous de la présentation et elles nous sont retransmises pour les participants. Il y en a une première qui nous a été posée et que je vous adresse, qui est une question de compréhension sur la taxonomie européenne. On nous demande de redonner les grandes lignes de la taxonomie verte définie par l'Union européenne. Donc Neil, éventuellement, si tu veux commencer, et puis Sébastien, si vous voulez ensuite compléter. Oui, tout à fait. Alors, la taxonomie européenne, c'est, si vous voulez, la grammaire pour la finance, pour savoir ce qui est un investissement vert et ce qui n'est pas, du coup, un investissement vert à contrario. Donc, pour ça, il y a 6 objectifs globaux. Il y a la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment on s'adapte au dérèglement climatique, les activités de l'économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la préservation de la biodiversité et enfin, le dernier, c'est l'utilisation durable des ressources aquatiques et maritimes. Donc, une activité qui est considérée verte, c'est une activité qui répond à au moins un de ces objectifs sans avoir un effet négatif sur les autres. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez, il y a la question controversée du nucléaire, il y a plusieurs rapports qui ont dit que, et notamment le rapport récemment publié par l'Autriche, qui a dit que, typiquement, le nucléaire permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre a priori du secteur électrique. Par contre, il ne respecte pas l'objectif de prévention de la réduction de la pollution ou de l'économie circulaire parce qu'il y a la question des déchets. Donc, a priori, ne devrait pas être inclus dans la taxonomie verte. Mais voilà, se pose vraiment la question ensuite de l'usage politique qu'on fait de cette taxonomie. Aujourd'hui, on voit que ces critères, ils sont présents, mais le débat va plus sur le terrain politique avec des États membres qui veulent pousser pour que les énergies fossiles fassent partie des investissements verts, malgré le fait que en fait, ces énergies fossiles émettent des émissions de gaz à effet de serre et donc ne contribuent pas normalement aux critères de la taxonomie européenne. Et donc là-dessus, il y a un véritable danger en fait, de détourner l'outil de la taxonomie, qui est vraiment un outil utile. Et M. Soleil l'a dit, c'est un outil absolument utile pour réorienter la finance publique, parce qu'une partie de la relance est également adossée à la taxonomie, comme grille de lecture pour investir dans des investissements verts. Et d'un autre côté, la finance privée qui aujourd'hui est toujours trop orientée vers les investissements dans les énergies fossiles. Et donc, on a un véritable enjeu quelque part à ce que cette taxonomie elle soit robuste pour donner une bonne grille de lecture aussi pour les investisseurs publics et privés pour aller dans la transition. Parce que, comme M. Soleil l'a dit, les activités vertes sont peut-être minoritaires aujourd'hui et il faut en effet accompagner probablement les grands énergéticiens. Néanmoins, il y a encore beaucoup trop de financement, notamment des banques françaises en l'occurrence. Selon un rapport des Amis de la Terre et d'Oxfam, entre 2020 et 2021, il y a plus de 100 milliards d'euros qui ont été accordés en financement pour des sociétés actives dans le charbon, le pétrole ou le gaz par les 4 plus grandes banques françaises.
Donc, on voit qu'il y a quand même un véritable problème aussi de désinvestissement. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de désinvestissement des énergies fossiles. Et même s'il y a une hausse des investissements dans la transition, donc à un moment donné, il va falloir faire la bascule et de véritablement désinvestir des secteurs des énergies fossiles pour aller vers ceux pleinement de la transition. Deux points. Alors, un point, je voulais, Sébastien, vous le suggérez dans le chat, je pense que c'est bien de rappeler un concept qui est intéressant dans la taxonomie européenne, c'est donc pour compléter ce que disait Neil, hein, le do no significant harm. Donc, pour être qualifié de vert, il faut contribuer significativement positivement à un des 6 piliers environnementaux et ne pas être négatif. Donc, ça, c'est tout à fait ce qui vient d'être dit. Sur un des 5 autres. Et donc, on parle de do no significant harm, DNSH. Donc, c'est un terme qui revient assez souvent lorsqu'on parle de taxonomie. Alors, vous avez encore parlé des banques françaises. Alors, oui, tout à fait. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de… Alors, comme je disais, on est au début de l'histoire. Hein, voilà, c'est une transition longue jusqu'à 2050. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout des investissements. Les banques françaises et notamment BNP Paribas, on a toutes, enfin, en tout cas, de mémoire, on a toutes, en tout cas BNP Paribas a décidé de sortir de charbon. On sort du charbon, on a déjà sorti énormément de clients dans le domaine du charbon. On a commencé par désinvestir complètement des entreprises spécialisées dans le pétrole et le gaz non conventionnel, parce que ça, on a estimé que ça n'avait pas la place dans la transition, donc c'était pertinent d'en sortir dès maintenant. Donc, on a désinvesti pour environ 4 milliards de dollars des acteurs de pétrole et gaz non conventionnels, parce qu'on estime que voilà, ça n'a pas la place dans la transition. Et après, il y a toute la question des énergéticiens généralistes qui, surtout ceux qu'on soutient, c'est-à-dire surtout les Européens, sont engagés dans la transition, donc qui font encore du pétrole et du gaz pour quelques années, mais qu'on soutient on essaie d'accompagner dans leur transition. Et malgré ce soutien, quand même, on a pris cette année l'engagement de réduire notre exposition à l'exploration et production à l'upstream du pétrole et du gaz, parce que suite à la prise de conscience collective, au rapport de l'AIE, etc., on est conscient et convaincu que le sens de l'histoire, c'est quand même de faire moins de pétrole et gaz. Donc, on commence à assister notamment… je ne le dirai pas de toutes les banques internationales, mais notamment en France et en Europe, à une prise de conscience sur des investissements nécessaires. Merci bien pour ces précisions sur la taxonomie verte européenne. Il nous reste un petit quart d'heure. J'aimerais revenir au moins sur 2 points. On verra si on a le temps d'en parler d'un troisième. Le premier, c'est le sujet que vous mentionniez, Sébastien, sur le fait de pouvoir jouer à la fois sur l'offre et sur la demande. On a eu quelques éléments, puisque Neil a parlé des normes d'émission et en termes de demande, de comment réduire la demande en véhicules. D'un autre côté, on a touché le sujet avec le fait que certains partenaires de l'Union européenne sont très dépendants de leurs exportations à l'Union européenne. Donc, pousser à la réduction de la demande, ça ne peut pas ignorer le fait qu'on a des partenaires qui nous vendent des choses et comment est-ce que dans ces cas-là, on les accompagne vers une réduction de ces exports. J'aimerais éventuellement avoir vos éléments là-dessus et peut-être sur un dernier point encore, puisqu'il y a l'offre et la demande. Sur la partie offre, on a mentionné un peu les soutiens possibles et les secteurs d'avenir de la transition où une intervention publique était intéressante ou demandée. Je serais intéressé d'avoir un peu votre avis sur, de façon concrète, quel secteur, donc éventuellement tous les 3, quel secteur, quel niveau de soutien, même si c'est à grosse maille, et quel type d'instrument vous proposeriez concrètement ici dans ce débat. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, et puis je pense qu'on a tous des choses à dire sur ces sujets. Alors, offre et demande, je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. Donc, comme Neil l'a dit, en effet, dans le domaine de l'automobile, il y a l'interdiction de vente à la vente des véhicules thermiques qui va jouer significativement. Voilà, s'il n'y a plus de véhicules thermiques, la demande de diesel et d'essence va forcément chuter. Donc, voilà, ça va tout à fait dans la bonne direction. Donc là, il y a des choses dans le domaine du transport, notamment, enfin surtout du transport léger. Il y a des mesures assez fermes qui ont été décidées et c'est très bien.
C'est malheureusement pas le cas dans tous les secteurs. Et une grosse difficulté, c'est quand même le secteur du bâtiment. Donc voilà, comment rendre les bâtiments plus efficaces. Et donc ça a pas mal été évoqué par Mme Valero aussi, parce que ça touche beaucoup, enfin le gros problème du bâtiment, ça touche les problèmes sociaux. Hein, c'est voilà, comment supprimer les passoires thermiques sans assommer financièrement les gens qui y habitent, parce que les gens qui habitent dans une passoire thermique, c'est rarement parce qu'ils aiment bien dépenser de l'énergie et jeter l'énergie par les fenêtres. Hein. C'est souvent des problèmes financiers. Donc, il faut voir, et ça fait des années qu'on prend le problème dans tous les sens, que pour l'instant, et c'est vrai en France, c'est vrai dans la plupart des autres pays européens, on va quand même pas assez vite dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a sans doute des mesures plus fortes en termes d'obligations d'innovation, etc., qui doivent être mises en place, mais elles doivent être, on a beaucoup parlé des problèmes sociaux, des problèmes d'activité, elles doivent être accompagnées de mesures pour aider les ménages les plus modestes assez drastiques. Donc, il y a des mesures plus fermes sur la réduction de la demande avec des accompagnements drastiques pour accompagner les problématiques sociales. Ça, on en parle beaucoup et malheureusement, pour l'instant, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années et ça va quand même plutôt dans la bonne direction, mais la demande d'énergie du bâtiment ne diminue clairement pas assez vite pour être en mesure de respecter nos objectifs de long terme. Merci. Si je peux rebondir, puisqu'on parle du bâtiment, pour expliciter peut-être un petit peu quels sont les obstacles côté offre ou les leviers sur lesquels la puissance publique pourrait appuyer. Côté bâtiment, on a un gros problème, notamment en termes de chaîne d'approvisionnement. On a besoin de faire plus de rénovation globale au lieu de faire des petites aides pour faire des petites mesurettes qui ont un impact assez limité. Il faut investir massivement dans des rénovations énergétiques qui donnent des résultats vraiment élevés en termes de qualité énergétique à la sortie. Alors, on a un problème de compétences parce qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est vrai en France, mais c'est vrai en Europe. Et on manque d'organisation surtout parce qu'on a souvent beaucoup de parties prenantes qui fonctionnent de façon fragmentée. Donc, on a aussi besoin d'organiser les différents corps de métier. Et là, on pourrait avoir un rôle de la puissance publique, mais pas forcément national, ça peut être aussi au niveau local. Et il y a déjà des expérimentations très intéressantes qui existent. Mais la puissance nationale, par exemple, pourrait fournir une assurance qualité qui garantirait aussi pour les investisseurs qu'on a obtenu une rénovation suffisante. On a besoin en fait d'améliorer la certitude et la confiance dans la qualité de ces travaux. Ensuite, je ne doute pas que sur tous les impacts financiers, le fait que c'est un coût initial élevé, comment est-ce qu'on accède au financement, je pense qu'il y a énormément de solutions qui pourraient être trouvées parce que c'est encore un domaine dans lequel la banque commerciale de détail ne s'est pas emparée, alors qu'on fait par exemple beaucoup de prêts à l'achat immobilier et en fait, on devrait aller beaucoup plus aussi sur ces prêts à la rénovation. On pourrait aussi intégrer les factures dans le prix des loyers ou penser à des obligations de rénovation, mais effectivement en faisant attention à ce que ça ne réduise pas le pool de logements disponibles. Donc il y a énormément de leviers sur lesquels insister. Certainement le transport est celui sur lequel, le bâtiment est celui sur lequel les pouvoirs publics doivent avoir un rôle vraiment moteur, mais ce n'est pas le seul. Et finalement, dans tous les secteurs, que ce soit la transition dans l'agriculture, le transport, l'industrie et l'énergie, mais on a quand même beaucoup parlé aussi d'énergie déjà. On doit aller encore beaucoup plus loin et l'État a vraiment un rôle important à jouer.
Peut-être pour compléter sur un dernier secteur, on a beaucoup parlé du transport, de l'automobile et du bâtiment. Peut-être l'industrie qui est un des rares secteurs en Europe qui n'a pas baissé ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2012, depuis la crise économique, enfin qui les a baissées malheureusement pour de mauvaises raisons pendant la crise économique et qui n'a pas baissé depuis. L'industrie, au niveau européen, on a des leviers qui sont très concrets parce que l'industrie fait partie d'un marché carbone européen, donc il n'est pas le même marché que sur les carburants et le chauffage, mais fait partie d'un marché carbone qui existe depuis 2005 et qui a montré assez peu d'efficacité jusqu'en 2019, disons, et qui maintenant voit le prix du CO2 monter fortement. Le problème de l'industrie, c'est que beaucoup d'industriels étaient couverts par ce qu'on appelle des quotas gratuits, c'est-à-dire des permis à polluer gratuits offerts par la puissance publique. C'est-à-dire que les industriels ne payaient pas le prix du CO2 sur le marché carbone européen et ne le payent d'ailleurs toujours pas réellement. Il y a une grande partie des secteurs comme l'acier ou le ciment qui aujourd'hui sont quasiment couverts à 100% de prix à polluer gratuits. Ça n'incite pas les industriels à faire des investissements dans la transition, dans l'efficacité énergétique, dans de nouveaux process, par exemple l'hydrogène également pour l'acier, parce qu'en fait, ils n'ont pas ce signal prix qui leur permettrait en fait de faire les bons choix d'investissement aujourd'hui pour transformer leur secteur. Donc là, la réforme qui est posée par la Commission européenne du marché carbone européen, elle souhaite aller plus loin sur la hausse du prix du CO2 sur le marché carbone, mais elle maintient ces permis à polluer gratuits pour les industriels jusqu'à minima en 2035. Ce qui paraît assez fou quand on pense justement au second marché carbone, donc sur les carburants et le chauffage, comme l'a mentionné Lola. On a un vrai souci, c'est que les ménages risquent de payer le prix du CO2 alors que les industriels, eux, ne le payeront a priori pas jusqu'en 2035. Donc si on veut véritablement effectuer la décarbonation, il faut peut-être aussi commencer par appliquer le principe de pollueur-payeur là où se trouvent véritablement les émissions et là où il y a un véritable potentiel d'investir dans la transition écologique, comme par exemple dans l'industrie lourde. Merci Neil. Il nous reste donc 5 minutes, donc je vais vous demander un exercice d'équilibriste de répondre à la prochaine question en 1 minute chacun, qui est plus sur le thème, j'aimerais revenir, il a été mentionné plusieurs fois, ce thème des quotas carbone sur lequel tu viens de terminer. Tu mentionnais que c'est pour le RAC pas forcément une bonne solution. Lola avait un discours assez critique aussi. On n'a pas entendu Sébastien là-dessus, donc peut-être je vous donnerai la parole en premier sur quelle est votre perspective sur ce nouvel instrument. Et sinon, quelles pourraient être des alternatives? Donc, on a déjà parlé un petit peu de cadre réglementaire, de fonds dédiés. Donc, voilà, si vous avez des solutions spécifiques qui vous tiennent à cœur, c'est le moment d'en parler. Je vais être assez succinct parce qu'on n'a pas de, j'ai pas d'agenda très précis là-dessus. On est convaincu qu'en effet, pour accompagner la transition, il faut qu'il y ait un vrai prix du carbone, que le principe pollueur-payeur s'applique. C'est tant qu'il n'y aura pas de vrai prix du carbone, on n'arrivera pas. Il y a plein de solutions qu'on n'arrivera pas à développer. Après, quels sont les bons outils pour concilier efficacité environnementale et justice sociale? Voilà, ça dépasse un peu, un peu ce que je souhaitais discuter aujourd'hui. Voilà, un accord sur les grands principes, mais dans le détail, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ça doit être fait secteur par secteur et en prenant en compte toujours l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité politique, sinon ça finit par capoter, on l'a vu avec les gilets jaunes. Mais donc, c'est vraiment un travail d'équilibriste qui est assez complexe. Peut-être du coup pour rebondir là-dessus, on est pour un marché carbone sur l'industrie et sur l'électricité, car les entreprises, elles ont la capacité d'anticiper la hausse du prix du CO2 et donc de faire les bons choix d'investissement en fonction. Donc un bon marché carbone qui fonctionne sur l'industrie et l'électricité, ça a son efficacité. En revanche, un marché carbone qui pénalise les plus modestes ou enfin les ménages qui finalement sont aujourd'hui captifs dans des solutions d'énergie fossile, ça, il y a un véritable risque social, on l'a tous souligné. L'objectif, c'est de faire émerger des alternatives, comme le véhicule à faible émission accessible pour tous les ménages ou la rénovation du bâtiment. Il faut faire émerger ces alternatives en priorité
Et là-dessus, le paquet climat de la Commission européenne a les bons outils, en l'occurrence. Les normes de CO2 pour les véhicules avec la fin de vente pour les véhicules essence et diesel à l'horizon 2035, voire 2030, si on arrive à avancer la date, c'est une très bonne mesure pour justement démocratiser le véhicule électrique. La rénovation énergétique du bâtiment, ça passera par 2 législations européennes, le renforcement de l'efficacité énergétique qui, quelque part, va forcer les États à un moment donné à faire aussi les bons choix dans le domaine des économies d'énergie, et une deuxième législation qui est la performance énergétique des bâtiments, qui devrait arriver en décembre, et qui est finalement l'équivalent des normes de CO2 pour les voitures, mais cette fois-ci pour le bâtiment. C'est-à-dire qu'on fixe des normes minimales de performance énergétique du bâtiment et du logement, ce qui finalement devrait inciter également les propriétaires, les États, les collectivités à investir dans la rénovation. Donc, il faut ces outils réglementaires et son pendant investissement, parce qu'on a toujours besoin de réglementation d'un côté ambitieuse et d'investissement pour aller dans la bonne voie. Donc, véritablement, c'est ce duo-là sur lequel il faut s'appuyer. Merci Naël. Lola, peut-être quelques mots pour conclure cette session. Il n'y a pas une alternative. En fait, on a besoin d'un ensemble d'instruments. Le prix du carbone, c'en est un, mais c'est sans doute pas le plus transformationnel pour s'attaquer à des secteurs aussi complexes que le bâtiment et le transport. Et l'Europe a beaucoup à jouer sur sa légitimité démocratique si elle est vue comme uniquement punitive. Et donc, c'est vraiment très important qu'elle crée et elle communique beaucoup sur des fonds européens dédiés, un fonds européen de rénovation, par exemple, dédié à financer ces rénovations énergétiques dans le bâtiment, et à réfléchir très prudemment à l'instauration d'une taxe carbone sur le transport routier de passagers. On l'a dit, le secteur marchandises et autres ont eu des exemptions pendant de nombreuses années et ont sans doute plus de facilité pour prévoir des alternatives. En tout cas, l'Europe a fait preuve de bonne volonté et a rempli sa mission en présentant ce paquet Fit for 55. Et il faut aussi renverser la charge de la preuve aux États membres et aux députés pour s'engager dans ces débats de bonne foi et pour ne pas tricoter la cohérence d'ensemble, ou pour au contraire aller vers plus de soutien et pour que ce soit encore mieux accepté socialement. Super, ben merci à tous les trois, donc Monsieur Sébastien Soleil de BNP Paribas, Naël Makarov du Réseau Action Climat et Lola Vallejo de l'IDRI pour avoir partagé vos opinions sur cette table ronde et vos propositions. On passe à la suivante du coup, donc on vous laisse ici et puis on vous souhaite une bonne fin de journée à tous ceux qui continuent sur la table ronde suivante. Merci bien. Merci. Au revoir.